Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre webinaire GEST consacré au maintien en emploi d'un salarié en situation d'addiction. Avant de démarrer, petite information technique qui a cependant toute son importance. Sur le bas de la page à droite se trouve une icône avec deux petites bulles qui correspondent à l'espace de chat sur lequel vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de l'avancée de la présentation. En cliquant dessus, vous verrez donc apparaître toutes les questions et les réponses de nos intervenants. Et vous pourrez également poser les vôtres. Voilà. Effectivement, je vois que ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Nous allons donc pouvoir démarrer. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que le maintien en emploi d'un salarié addict est un défi. Alors, effectivement, vous ne pouvez pas parler, vous pourrez poser que vos questions sur le chat. Alors, la difficulté tient souvent du fait que les salariés concernés ne demandent pas d'aide. L'origine de leur silence est parfois multifactorielle. Évoquer cette question dans le cadre professionnel pourrait, pour certains, les exposer au danger d'une perte d'emploi. D'autres n'ont peut-être tout simplement pas encore totalement pris conscience de leurs problèmes. Alors, est-il possible en entreprise de prévenir les risques liés à l'addiction, d'emmener les salariés affectés par des conduites addictives vers le soin? Les docteurs Mistreanu et Châtelain de l'ASTME, Marilène Altovino, infirmière en santé au travail à l'ASTME également, Célia Lamontre, juriste à Agestra, et moi-même, Julie Besson, responsable du service prévention à STSA, allons vous démontrer aujourd'hui que oui, une démarche de prévention peut être mise en place dans le milieu professionnel. Nos trois intervenants aborderont dans un premier temps l'addiction de manière générale, puis l'addiction dans le monde du travail, et nous finirons par le témoignage d'un salarié. Alors, docteur Mistreanu, vous n'avez pas mis votre micro? Oui, bonjour à toutes et à tous. Il me revient aujourd'hui le rôle de décrire de manière générale la maladie qu'on appelle addiction. Selon DSM-5, en fait, DSM-5, c'est un manuel diagnostique de référence dans les troubles mentaux. Il y a une définition. Donc, l'addiction, c'est une affection neuropsychique chronique récidivante caractérisée par la recherche et l'usage compulsif d'une substance psychoactive ou d'une activité malgré la connaissance de ses conséquences négatives sur la santé. Les mécanismes qui déclenchent et maintiennent une addiction sont déjà étudiés depuis les années 50 et aujourd'hui, nous connaissons clairement quelles sont les structures cérébrales impliquées dans l'addiction, les structures qui forment ce qu'on appelle le circuit de la récompense. On connaît aussi le rôle de certains neuromédiateurs qui interviennent dans le maintien d'une addiction et en particulier le rôle de la dopamine. À droite, vous pouvez observer des images qui représentent des techniques de neuroimagerie de type TEP scan qui ont permis de constater de manière objective les effets des substances psychoactives sur le cerveau. Actuellement, on sait sans doute que l'addiction est une maladie et que le malade doit être sorti de la stigmatisation et orienté vers l'accompagnement et le soin. Qu'est-ce qui nous pousse ou nous freine d'être addicts? Il n'est pas toujours facile de répondre à cette question, mais on renvoie souvent à trois facteurs qui jouent un rôle et s'influencent mutuellement en se basant sur ce qu'on appelle le triangle du docteur Olivenstein. Il s'agit de la personne, du produit et du contexte. En ce qui concerne la personne, ont été identifiés des facteurs héréditaires, certains types de personnalités, comme par exemple quelqu'un qui est souvent angoissé ou par contre quelqu'un qui est très impulsif et qui passe à toujours rechercher des stimulations, sont des personnalités qui prédisposent à une addiction.
En ce qui concerne le produit, on connaît déjà qu'il y a des produits qui sont plus addictogènes que d'autres et finalement, l'entourage joue un rôle déterminant. En fait, la situation sociale en soi est importante. La présence ou l'absence d'un entourage protecteur, une enfance passée dans un environnement stressant, l'existence ou non des possibilités de détente et les chances de trouver du travail peuvent avoir une influence énorme sur l'addiction. Nous avons déjà retenu que la personne addicte est en permanente recherche de consommation d'une substance ou d'une activité. Donc, on peut classifier les addictions en addictions avec substances psychoactives, alcool, drogue, médicaments, etc., ou des addictions sans substance ou comportementales, jeux pathologiques, achats compulsifs, addiction au sport ou addiction alimentaire. Dernièrement, on parle de plus en plus de la technodépendance et de l'addiction au travail. Et ici, Dr Chatelain pourra nous dire beaucoup plus dans les diapos qui suivent. Qu'est-ce que c'est une substance psychoactive? C'est un produit qui agit sur le cerveau, qui peut modifier le comportement et qui peut engendrer une dépendance. Nous connaissons déjà 3 classes de substances psychoactives. Les stimulants sont des substances qui favorisent temporairement un état d'éveil, d'excitation, qui réduisent la fatigue, qui induisent un sentiment d'assurance et du contrôle de soi, sentiments qui sont tout de suite suivis par un état d'épuisement ou de la dépression en absence de la consommation. Puis, la deuxième classe sont les perturbateurs qui modifient la perception, qui donnent de plus en plus des sensations stimulantes. La personne a une autre perception du temps et de l'espace, une sensibilité exacerbée aux couleurs et aux sons. Donc, elle ressent des sensations de plaisir jamais connues qui la pousse vers une autre consommation. Et finalement, on parle des dépresseurs ou des sédatifs qui sont par exemple les médicaments antidépressifs qui entraînent une sensation de détente et de rêve ainsi qu'à une perte d'inhibition. On connaît 3 types de consommation, usage simple, mésusage et la dépendance. L'usage simple signifie une consommation ponctuelle ou régulière qui n'induit pas de dommages au niveau somatique. L'usagère n'est pas dépendant, il module sa consommation en fonction du contexte et il peut arrêter de consommer en tout moment. À ce stade, il n'y a pas de notion de dépendance. Le mésusage, ici, on sait que la personne peut moduler sa consommation en fonction du contexte. Elle peut arrêter de consommer s'il le désire, mais pas pendant plusieurs jours de suite. Ce type d'usage peut déclencher des complications sur le plan somatique, psycho-affectif ou social, comme par exemple des maladies comme la dépression, comme la cirrhose, certains types de cancers, des séparations au niveau familial ou des accidents du travail ou d'absentéisme. Finalement, la dépendance, c'est vraiment l'addiction. La personne ne peut plus moduler sa consommation en fonction du contexte. Elle présente des symptômes de manque physique et psychique et en permanente recherche du produit. Ce qui est important à retenir est que pour tous les modes de consommation, même pour l'usage simple, le consommateur n'est pas protégé des risques situationnels comme l'accident de la route ou les accidents du travail. Les substances psychoactives les plus fréquentes sont en fait l'alcool, le cannabis et les médicaments psychotropes. En ce qui concerne l'alcool, on sait tous que l'alcool est la plus consommée substance psychoactive licite par la population active.
En France, il y a une tradition. Le vin est étroitement lié à la culture, à la cuisine et à l'histoire. Même le code de la route permet de conduire avec une alcoolémie de 0,5 grammes per litre. Et on sait très bien que sur le lieu du travail, il y a certaines boissons qui sont permises, comme le vin, le cidre, etc. Mais ce qui est important à retenir est qu'à une alcoolémie de 0,5 grammes per litre, donc celle qui est permise par le code de la route, le risque d'avoir un accident est augmenté 2 fois et le risque augmente exponentiel avec le taux de l'alcoolémie. À droite, vous pouvez observer une enquête épidémiologique qui a été réalisée aux États-Unis sur la circulation et qui a mis en évidence que la probabilité relative d'être responsable d'un accident commence à une alcoolémie de 0,8 litre et est considérable de 0,8 grammes per litre. Cette courbe est également admise dans le contexte des accidents du travail. Le cannabis. Le cannabis, en fait, c'est le principal produit illicite consommé sur le milieu du travail. Il est utilisé pour ses effets immédiats qui favorisent un état d'éveil, d'excitation, qui réduisent la fatigue et donnent un sentiment d'assurance, de contrôle de soi. Mais on sait tous qu'à long terme, il altère la vigilance, la mémoire, la concentration et modifie les réflexes, fait qui peut entraîner, bien sûr, des accidents routiers ou des accidents du travail. Une enquête récente effectuée en France en 2020 nous montre que 42% des adultes âgés de plus de 18 ans ont consommé au moins une fois dans leur vie du cannabis. C'est énorme, c'est un chiffre vraiment très important. On passe aux médicaments psychotropes. Dans notre pratique courante, nous sommes souvent confrontés pendant les visites médicales avec la consommation des médicaments psychotropes. Ce type de produits, s'ils sont utilisés dans le non-respect de l'ordonnance prescrite, entraînent une perte de mémoire, des faits récents, une baisse de vigilance, un état de somnolence, une diminution de réflexes, et finalement une dépendance physique et psychique. Le risque persiste également lors du sévrage à l'arrêt brutal du traitement. Je vous attire attention sur certains chiffres qui sont vraiment des chiffres très impressionnants. La consommation d'alcool et de tabac occupe une place centrale quand on parle des addictions. On voit ici le nombre de décès par an. En fait, si on additionne les deux chiffres, on est à peu près 120 000 décès par an qui sont liés avec la consommation de deux types de produits psychoactifs. Si on fait une comparaison avec les décès liés à la pandémie COVID-19, je trouve qu'on peut tirer très simple des conclusions. Le cannabis, c'est un produit très consommé. 9% des actifs qui travaillent ont consommé dans l'année. Et les médicaments psychotropes placent la France au deuxième rang de la consommation européenne. Cocaïne est en course. Comme je disais, la pandémie n'a pas amélioré les choses. On observe une augmentation des addictions. En fait, 11% des consommateurs ont augmenté leur consommation d'alcool et 27% ont augmenté la consommation du tabac. Pour ça, le sujet d'addiction est important à être traité dans le milieu du travail. Et la prévention de conduite addictive, c'est une prévention sur laquelle chaque entreprise doit réfléchir. Je vous remercie et je passe la parole à ma collègue Dr Karine Chatelain qui va aborder le sujet d'addiction et le travail. Merci, Anka. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le chapitre addiction et travail. Donc, travail, addiction, deux mots dont les significations nous semblent à la fois liées et incompatibles. Nous allons essayer de faire la lumière sur cette association un petit peu paradoxale.
Dans un premier temps, nous allons voir comment le travail peut se concevoir comme un facteur équilibrant dans la structure mentale de l'être humain. En bas à droite, vous avez la pyramide de Maslow, que vous connaissez peut-être, qui explore les besoins humains des plus basiques aux plus élaborés sur le plan psychique. Ici, le travail apporte sa contribution à chaque niveau de besoin. Au niveau le plus bas, c'est l'essentiel à la survie. Le travail, à travers une rémunération, répond à ces besoins vitaux, tels que la faim, la soif et le sommeil. Il peut répondre également aux besoins de sécurité, qui est au deuxième étage. De la même façon, c'est de vivre dans un logement où on se sent en sécurité. Plus on monte dans la pyramide, plus le travail répond directement aux besoins sans pour autant passer par l'indispensable rémunération liée au travail accompli. Ainsi, l'esprit d'entreprise, la cohésion professionnelle d'un corps de métier, par exemple, pourrait assouvir ce besoin d'appartenance à un groupe social et concret. Il s'agit du troisième étage. Au quatrième étage, le besoin d'estime peut se retrouver dans certaines gratifications ou reconnaissances du travail effectué de la part de la hiérarchie, mais aussi des collègues et des personnes aussi extérieures. Et enfin, le dernier étage, pourquoi le travail ne pourrait-il pas assouvir l'ultime besoin, celui de l'accomplissement? Peut-être le retrouve-t-on dans ce qu'on appelle une vocation. Il appartient bien évidemment à chacun de trouver du sens au mot travail dans son propre équilibre. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, bon ou mauvais étage. Ce qui est sûr, c'est qu'il évite les dérives de consommation et favorise la réussite dans le traitement des addictions. Dans certaines circonstances, le travail n'est pas toujours bienfaiteur, vous le savez peut-être. Il peut engendrer des comportements addictifs. Tout d'abord par acquisition, une consommation itérative, abusive, à l'occasion de réunions, de pots, de repas d'affaires en entreprise, ou par obligation d'être connecté pour ne pas perdre le fil. Mais aussi par adaptation, quand les exigences de l'entreprise ou sa propre exigence personnelle est au-dessus des capacités. Une consommation donc de stimulants le jour, et on va dire des calmants la nuit par exemple, pourrait constituer une béquille indispensable pour atteindre ses objectifs professionnels. Un mot sur le salarié work addict. Pour lui, c'est le travail lui-même qui devient une drogue. Il passe un temps excessif au travail, à son bureau et même à son domicile. Il délaisse sa famille, ses loisirs, ses repas, son sommeil. L'accro au travail peut être très estimé par la société et par son employeur. Pour autant, il n'est pas forcément le plus efficace ni le plus productif. Et enfin, la technodépendance, c'est une addiction aux technologies d'information et de communication, de réseaux sociaux qui dépassent aussi les portes de l'entreprise. Les substances psychoactives en entreprise, licites ou illicites, touchent en France 20 millions d'actifs en 2016, sur 29 millions de tous secteurs confondus. C'est énorme. Il n'y a pas de distinction entre les différents modes de consommation. C'est peut-être pour ça que ce chiffre est élevé, entre l'usage simple, le mésusage ou la dépendance, vu précédemment. 15 à 20% des accidents du travail, de l'absentéisme et des conflits au sein de l'entreprise seraient liés à l'usage des substances psychoactives. Ce pourcentage impactant très directement la vie de l'entreprise est probablement sous-estimé, car il est difficile d'assumer pour un addict sa consommation et surtout les conséquences. Enfin, un petit mot sur l'alcool, car c'est la substance psychoactive la plus accessible. L'addiction à l'alcool touche en effet 2,5 fois plus de demandeurs d'emploi que des actifs. Les conséquences addictives impactant l'entreprise commencent souvent par des difficultés relationnelles, c'est ce qui est au centre de la diapositive. Des conflits, une augmentation de l'absentéisme par incapacité à effectuer les tâches demandées, par une perte de productivité et une désorganisation malheureusement qui se concrétise aussi par des accidents du travail qui malheureusement parfois sont mortels. Alors quels sont les signes à reconnaître?
Ces signes sont expliqués sur la diapositive, mais ils ne sont pas spécifiques à la consommation de substances psychoactives. Donc, c'est une prise de risque excessif, c'est un trouble de l'attention, trouble de la mémoire, des actes maladroits, de l'agressivité, des troubles du comportement, des erreurs de jugement, des erreurs d'attention qui peuvent engendrer des conséquences directes sur le salarié et des erreurs qui mettent en danger la vie d'autrui. La gravité des conséquences n'est pas proportionnelle à la gravité de la maladie, ni même à la profondeur de la dépendance. Ainsi, au travail, l'usage simple peut engendrer une prise de risque incontrôlée et grave d'emblée, un accident du travail et un décès. Il est important donc que l'employeur définisse clairement les tâches, les postes à risque exigeant une sécurité absolue, comme par exemple le travail en hauteur, les conducteurs, les salariés qui ont le port d'armes, mais aussi, on y pense moins, le commercial, le travailleur de nuit, les postes aussi qui facilitent l'accès aux substances psychoactives, le barman et pourquoi pas le pharmacien. Enfin, n'oublions pas que ce risque nous concerne tous, que l'on soit un salarié consommateur ou salarié évoluant dans le même environnement professionnel qu'un consommateur, à cause des répercussions qui peuvent nous englober sans qu'on le souhaite particulièrement. Nous comprenons au travers des diapositives précédentes que les addictions ont un impact sur les différentes sphères de la vie de la personne qui en souffre, famille, amis, travail. Les services de prévention et de santé au travail n'ont pas vocation à intervenir dans les sphères privées, mais bien dans le domaine professionnel. Le rôle du médecin du travail est d'aider le salarié dans le parcours qui pourra le mener au sevrage et d'accompagner l'employeur dans sa démarche de prévention des addictions. Docteur Châtelain, Célia, je vous laisse la parole pour nous expliquer toutes les étapes d'une telle démarche. La démarche de prévention en entreprise que nous allons présenter se déroule en 3 points. Il y a une notion de progression en 3 temps. Prévenir, réagir et accompagner. Et nous allons également voir qu'il y a une notion de boucle. Retour sur les étapes antérieures, retour sur réagir, retour sur prévenir. Dans la première étape, il s'agit d'élaborer les outils collectifs nécessaires qui préviennent le risque ou qui permettent de savoir réagir face à un cas. On ne vous entend plus, docteur Châtelain. J'espère que tout le monde m'entend. Bonjour à tous. Donc, dans cette démarche de prévention qu'on va vous présenter en 3 temps, comme l'a précisé le docteur à l'instant, on a une première étape qui est la prévenance du risque. Donc, cette démarche va reprendre les obligations qui pèsent sur l'employeur, mais vous expliquer aussi comment les services de santé au travail, et notamment le médecin du travail, peut accompagner l'employeur et le salarié, bien entendu, dans le cadre de cette démarche. Donc, première obligation de l'employeur, évaluer les risques. C'est une obligation générale pour tous les risques, quels qu'ils soient, y compris celui des substances psychoactives. Cette évaluation des risques, elle va se faire en établissant un document qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques. À l'occasion de la rédaction de ce document-là, le médecin du travail va pouvoir accompagner l'employeur. Il va l'aider à repérer, à identifier et surtout à analyser les risques professionnels. Il est pour ça accompagné de membres de son équipe pluridisciplinaire qui pourront apporter tous leurs conseils. Autre obligation de l'employeur, une fois que ces risques sont évalués, c'est de mettre en place toutes les actions de prévention nécessaires qui vont tendre à la suppression ou à la réduction de ce risque et planifier cette prévention dans le temps. Donc, sur cet aspect-là, le médecin du travail va pouvoir délivrer des conseils par rapport aux actions qui tendent à la suppression ou à la réduction de ces risques. Il va le faire notamment en rédigeant un document qui est d'importance qui s'appelle la fiche d'entreprise, qui va être transmise à l'employeur dans la première année de son adhésion ou à sa demande. Deuxième type de conseil qu'il peut donner, les conseils relatifs aux procédures en matière d'urgence des secours et des services d'urgence, d'organisation des secours et des services d'urgence. Il va également donner des conseils sur l'élaboration des actions de formation à la sécurité.
Pour finir, il pourra animer des campagnes d'information et de sensibilisation avec toujours l'appui des membres de l'équipe pluridisciplinaire. Autre obligation de l'employeur, ça va être de baliser les conduites à tenir. En gros, c'est une fois que se présente un cas de consommation de substances pour le moins supposé, comment moi, en tant qu'employeur, je dois réagir? Comment je peux éviter ça? Et quelle réaction je dois avoir quand je constate, quand je suppose ce fait? Toute cette procédure va être établie dans un document qui s'appelle le règlement intérieur. Pour rappel, il est obligatoire à partir du moment où l'entreprise a un effectif salarial à compter de 50 salariés. Bien entendu, il peut être mis en place de manière volontaire par un employeur qui présente un effectif salarial inférieur. Ces conduites à tenir peuvent être aussi balisées dans d'autres supports écrits qui peuvent s'appeler par exemple des notes de service. Le médecin du travail va pouvoir aider l'employeur à établir ce règlement intérieur sur une notion, celle justement de la définition des postes à risque dont parlait tout à l'heure le docteur Châtelain. Pourquoi ? Puisque l'interdiction, par exemple, de consommer de l'alcool ne peut être générale et absolue dans le milieu du travail. Elle est d'ailleurs autorisée par le Code du travail, qui permet la consommation de certains alcools dits relativement légers, avec une limite cependant, c'est l'état d'ébriété, qui ne doit pas pouvoir être constaté sur le lieu de travail. Donc, pour pouvoir mettre en place l'interdiction de la consommation d'alcool et éventuellement la pratique de tests d'alcoolémie, il faudra au préalable définir quels sont les postes à risque pour lesquels l'état d'ébriété pourrait présenter un danger grave pour les biens ou les personnes. Deuxième obligation de l'employeur, celle de désigner un salarié référent santé-sécurité. C'est très peu connu, malheureusement, mais c'est une obligation qui s'impose à tout employeur dès son premier salarié. Troisième et pour dernière obligation, cette désignation et ce balisage des conduites à tenir doit s'effectuer dans le cadre du dialogue social. Dans le cadre de ce dialogue, le médecin du travail pourra amener sa pierre dans le sens où il est convié à toutes les réunions du comité social et économique de l'entreprise où figurent à l'ordre du jour les questions en lien avec la santé et la sécurité. Troisième volet des obligations de l'employeur dans la prévenance du risque, c'est d'organiser un suivi individuel de l'état de santé de ses salariés conforme à la réglementation. Au-delà de l'adhésion au service de santé au travail, il devra informer au moment de la déclaration de ses salariés le médecin du travail des risques auxquels chacun de ses salariés sera exposé ou de la particularité de certaines situations de travail propres aux salariés. Ça peut être par exemple son statut de travailleur handicapé ou le fait qu'il travaille de nuit. Par application des obligations en matière de suivi, il devra de solliciter au moment voulu, en fonction des circonstances, les visites qui s'imposent. Cela peut être les visites initiales ou les examens d'embauche, ou encore les visites et examens périodiques. Parfois, si cela le justifie, il aura l'obligation de demander une visite à la demande auprès du médecin, voire une visite de reprise quand les conditions de cette visite sont réglementairement acquises. Je laisse la parole au docteur Châtelain qui va vous présenter de quelle manière se déroule un entretien et un examen médical en santé au travail. Votre micro, docteur? Oui. Donc à cette étape-là, le médecin du travail aura besoin préalablement à tout examen médical de connaître certaines choses du poste de travail du salarié. Il devra connaître les risques auxquels le salarié est exposé, qui lui sera donné par l'employeur, ainsi que les facteurs aggravants de risques professionnels, surtout si le salarié est affecté à un poste l'exposant à des risques très spécifiques. L'examen, la visite médicale, l'examen clinique, entre autres, se déroule donc en quatre parties et c'est toujours comme cela que ça se passe. Première étape, c'est l'interrogatoire qui a un nom un petit peu barbare, mais en fait, c'est un dialogue ping-pong entre le médecin et le patient ou le salarié. On va l'orienter, bien entendu, vers un dépistage, puisqu'il s'agit de cela aujourd'hui, un dépistage vers un problème de consommation ou un trouble du comportement, des symptômes. On va rechercher des symptômes physiques et psychiques qui nous orienteraient vers une consommation abusive ou une addiction. Ensuite, on va examiner donc le salarié à la recherche des signes cliniques qui s'y rattachent. On va avoir des orientations diagnostiques. On va bien évidemment éliminer l'urgence médicale qui nous obligerait évidemment à une prise en charge via le 15.
Et puis, nous allons réfléchir sur une réorientation vers des structures de soins via le médecin traitant ou toute autre structure. Et enfin, nous allons pouvoir prescrire des examens complémentaires, toujours orientés vers les problèmes d'addiction, et demander des avis spécialisés. Tout cela est généralement fait lors de visites médicales et peut être répété autant de fois que possible en fonction du délai que l'on donne et des objectifs que l'on donne à la sortie de cette visite médicale, en disant au salarié, on veut se revoir dans 1 mois, 2 mois, 3 mois avec tel et tel examen complémentaire fait, tel et tel avis spécialisé. Deuxième étape, réagir. Il s'agit d'appliquer les dispositions déjà planifiées et en post-réaction, d'analyser, éventuellement de rectifier ce qui n'a pas été efficace. Je laisse la parole à Célia Lamontre. Alors, dans cette phase, cette fois-ci de la démarche de prévention, l'employeur va appliquer les procédures qui ont été mises en place et qu'on a définies tout à l'heure dans la première phase de la démarche. Sur le champ disciplinaire, ça va être le fait d'activer les dispositions du règlement intérieur, qui implique notamment de soumettre éventuellement les salariés à certains tests qui peuvent éventuellement conduire à la constatation d'un état d'ébriété. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette étape-là, dans le champ disciplinaire, le médecin du travail n'y participe pas. Il ne relève pas de ses missions de constater l'état d'un salarié en état d'ébriété supposé, ni de le soumettre à des tests pour en communiquer le résultat à son employeur. Donc ça peut être un test d'alcoolémie, mais ça pourrait être par exemple aussi un test de consommation de produits stupéfiants. Donc, rappelons que le médecin du travail est soumis au secret médical et qu'il y est donc interdit de transmettre à l'employeur ou à n'importe quelle autre personne hors professionnel de santé avec autorisation du salarié des données médicales concernant le salarié et qui viendraient lui être portées à sa connaissance. Donc, ça, c'est sur le champ disciplinaire. Par contre, sur le champ santé-sécurité, l'employeur va devoir organiser les secours et les services d'urgence tels que ça a été planifié. En fonction de ce qui va se passer ce jour-là et à l'issue du déroulé des opérations, il aura à transmettre un feedback, donc un rétrocontrôle, si vous voulez, au médecin du travail par rapport à la mise en pratique effective du protocole d'urgence quand il a constaté le trouble du comportement qui pourrait mettre justement en jeu la santé du salarié ou des tiers, voire des biens de l'entreprise. Donc, à cette étape-là, le médecin du travail, quand il va recevoir le compte-rendu de l'employeur, il effectuera justement ce rétrocontrôle du protocole pour déterminer s'il doit être éventuellement ajusté à l'avenir. Dernier point au niveau du champ santé-sécurité, parfois dans certaines entreprises, il existe un registre des accidents bénins. Je ne détaillerai pas dans quel cas de figure il est en place ou pas, mais en tout cas, il est des fois fait obligation à l'employeur de le tenir. Dans ce contexte, bien entendu, le médecin du travail pourra accompagner l'infirmière d'entreprise dans la tenue de ce fameux registre. Sur le champ social, cette fois-ci, l'employeur va devoir aussi appliquer certaines procédures mises en place. C'est notamment la gestion sociale des arrêts de maladie et des accidents du travail. Donc, comme sur le champ disciplinaire, il ne relève pas des missions du médecin du travail de participer à la gestion sociale de ces accidents du travail-là. Il faut comprendre que la notion d'accident du travail est une notion qui relève du droit de la sécurité sociale et non pas du droit de la santé et de la sécurité faisant partie du Code du travail. Il est donc établi, cet accident du travail, enfin cet arrêt pour accident de travail par le médecin traitant du salarié et non pas par le médecin du travail. Et il fait l'objet ensuite d'une déclaration auprès des services de la caisse primaire d'assurance maladie. Une fois qu'on a réagi sur ces 3 plans-là, on peut se poser la question s'il est nécessaire de réévaluer les facteurs de risque et de mettre à jour le plan d'action qu'on a vu en première phase de la démarche de prévention. L'employeur va pouvoir interroger le médecin du travail qui va l'aider à évaluer justement la nécessité de cette mise à jour. En exploitant les données qu'il aura recueillies au préalable, notamment le rétrocontrôle de la mise en action de la procédure d'urgence, le médecin va pouvoir analyser les causes et les conséquences des accidents et accompagner l'employeur dans ce cadre. L'employeur pourra aussi se questionner sur l'intérêt éventuel et la nécessité éventuelle de former le salarié référent santé-sécurité dont on a parlé tout à l'heure. On rappelle que le Code du travail impose à l'employeur de délivrer à ce salarié les moyens nécessaires pour accomplir ses missions.
Ça peut être des connaissances en santé au travail, par exemple, ou des moyens matériels, ou encore le temps nécessaire pour exercer ces missions particulières. Enfin, la troisième étape est la plus longue. Il s'agit d'accompagner le salarié vers une reprise d'activité adaptée à son état de santé. Ce peut être très long, car dépendant de l'arrêt de travail prescrit, bien entendu, mais aussi de l'avancée du sevrage et aussi des lésions résultantes de l'addiction, parfois responsables de handicap. Dans cette phase d'accompagnement, l'employeur va devoir organiser très rapidement la prise en charge individuelle du salarié, dite extérieure à l'entreprise. Donc, la première chose qu'il doit faire, si bien entendu le salarié n'est pas placé en arrêt de travail à l'issue des faits, c'est de solliciter une visite à la demande auprès du médecin du travail, en informant bien entendu le salarié et le médecin du motif de la visite. Il paraît un peu inconcevable d'envoyer en visite un salarié auprès de son médecin du travail si on n'a pas averti ni le salarié ni le médecin du travail du motif de la visite. Il risquerait de se retrouver un petit peu en chien de faïence lors du rendez-vous. Donc, très important, bien préciser aux deux parties du rendez-vous quel est le motif de la visite. Ça permet aussi au salarié de prendre conscience aussi des faits et de l'ouvrir un peu à ce dont il pourrait se confier auprès du médecin du travail. Donc, bien entendu, ça, c'est uniquement si un arrêt de travail ne suit pas la survenance des faits, puisque lors d'une visite, le contrat du salarié ne doit pas être suspendu au moment de cette visite-là. Si le salarié part en arrêt maladie, il serait bienvenu qu'il puisse avoir une information d'importance, c'est celle du fait qu'il puisse bénéficier d'une visite à sa demande durant son arrêt. Donc, bien entendu, même si quand un médecin voit un salarié en visite, afin qu'il puisse émettre un avis, le contrat ne doit pas être suspendu. Mais pour autant, ce principe-là ne fait pas obstacle à ce que le salarié puisse être reçu par le médecin, alors même que son contrat est suspendu, sauf qu'il n'y aura pas d'avis qui sera émis à l'issue de cette visite. Par contre, l'intérêt pour le médecin du travail et donc pour le salarié également et par ricochet pour l'employeur, d'être reçu pendant son arrêt de travail par le médecin, c'est de pouvoir permettre un échange, une récupération de données médicales qui permettent ensuite au médecin du travail de se prononcer valablement lors de la fameuse visite de reprise. Sans ça, on peut se retrouver à recevoir en visite de reprise un salarié dont on ignore tout complètement. Donc, très compliqué pour le médecin à gérer. Donc, vraiment, insister sur le fait que le salarié puisse bénéficier d'une visite à la demande durant son arrêt. Bien entendu, lorsqu'il sera de retour en visite de retour d'arrêt de travail, il devra bénéficier d'une visite de reprise si les conditions réglementaires sont réunies. Et il reste encore une obligation à la charge de l'employeur, c'est celle d'informer son médecin du travail de tout arrêt de travail qui pourrait survenir, au moins, même s'il est d'une durée inférieure à 30 jours, pour cause d'accident du travail. Je laisse la parole au docteur Châtelain pour vous présenter le rôle du médecin du travail dans cette phase d'accompagnement. Donc, dans cette troisième phase, le médecin du travail va assurer le suivi individuel de l'état de santé du salarié. Donc, je ne reviens pas sur la visite de pré-reprise, donc la visite pendant l'arrêt de travail qui est absolument indispensable pour nous pour pouvoir bien préparer le salarié et bien préparer les propositions d'aménagement de poste qu'on va pouvoir faire à l'employeur. Donc, nous allons recevoir le salarié en visite, que ce soit une pré-reprise, une reprise à la demande, peu importe le motif, qui va se dérouler dans les quatre étapes que je vous ai présentées précédemment. Et à la suite de ça, le médecin peut continuer évidemment à prescrire des examens complémentaires, peut continuer à demander des avis si cela est nécessaire. L'employeur n'est évidemment pas informé des prescriptions ni même des résultats. C'est assez dans le dossier médical et c'est secret médical. Petite remarque, le salarié a accès à son dossier médical de santé au travail et peut en faire la demande auprès de son service de santé au travail. Il en sera remis une copie. Donc, après échange avec le salarié, après échange avec l'employeur, le médecin du travail propose des mesures d'aménagement de poste à la reprise, pour prévoir la reprise dans de bonnes conditions. Il peut aussi orienter le salarié vers des organismes médico-sociaux, vers des associations
qui puissent l'aider dans sa démarche thérapeutique, des structures médicales spécialisées. Il peut aussi l'adresser, et ça c'est très utile, auprès des assistantes sociales des services de santé au travail, car parfois on a affaire à des salariés qui sont en déshérence sociale, qui sont en arrêt de travail depuis très longtemps et qui ne savent plus du tout gérer tout ça. Et enfin, en échec à toutes ces propositions d'aménagement de poste, on serait amené à prononcer une inaptitude au poste de travail pour ce salarié, mais c'est en dernier recours. Ça oblige quand même l'employeur à rechercher un reclassement, sauf si le médecin émet un obstacle. La présentation PowerPoint est terminée. Nous allons maintenant vous présenter un témoignage d'un salarié de 55 ans, un homme, un chauffeur PL qui transporte en local divers matériaux de recyclage, du bois, des métaux, des gravats. Depuis 2009, il est dans la même entreprise, une petite PME familiale. C'est un témoignage dure environ 8 minutes et puis je vais vous faire un petit commentaire après. Donc, petit commentaire à cette interview. Que ce monsieur a bien voulu nous donner. Alors, dans le cadre de son suivi individuel, il a été repéré en 2017, comme il l'a dit, lors d'une visite médicale périodique, qui provoque un suivi synergique et énergique entre le médecin du travail et les structures de soins hospitalières, le service des pathogastro et les services d'addictologie. Des examens complémentaires ont été prescrits très régulièrement, en particulier un bilan hépatique, une numération formule, des surveillances CDT et puis des glycémies. Ce qui, au total, fait actuellement 21 visites médicales par le médecin du travail, avec un délai entre 2 visites à peu près tous les 3 mois. Un réel contrat de confiance est instauré au fil des visites médicales, et ça, c'est important. Ça favorise l'adhésion à la prise en charge thérapeutique, mais aussi le maintien dans l'emploi. Parallèlement, un accompagnement de prévention collective, l'aide au DU, au règlement intérieur, des conseils en matière de soutien et d'encouragement, le dialogue employeur-salarié, des conseils en protocole d'urgence ont été effectués. Nous n'avons pas fait appel au Cap emploi parce que le cas ne s'y prêtait pas. 2 études de poste et des conditions de travail et des entretiens spécifiques employeurs ont permis de maintenir le salarié dans cette entreprise, sans pour autant d'aménagement, mais plutôt en le reclassement vers un poste de manutentionnaire, temporairement. Vous avez bien compris, à travers cette interview, que la guérison totale n'est pas chose facile. Les rechutes sont fréquentes et sont rythmées par les épreuves psychiques, conséquences des événements de la vie, que ce soit privé et professionnel, ce qui implique réellement de revoir le salarié très, très régulièrement. Pour terminer, un petit mot de conclusion. Quelle serait la plus-value du médecin du travail, des services de santé au travail dans cette thématique? Eh bien, la plus-value du médecin du travail, c'est d'être à la croisée des chemins de la santé du salarié, entre sa santé personnelle et sa santé au travail. Il va donc établir un réel contrat de confiance, favorisant l'adhésion à la demande et à la démarche. Mais aussi, il va pouvoir mettre le salarié en sécurité à tout moment, si besoin, soit en le mettant en inaptitude temporelle, en réorientant chez son médecin traitant parce que ça ne va vraiment pas, soit en proposant des reclassements temporaires, par exemple, puis de le réévaluer très régulièrement et d'évaluer les effets de son rétablissement. La présentation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Nous allons répondre à vos questions à l'oral. Une première question qui vient et qui nous est posée très fréquemment et qui concerne le domaine juridique. A-t-on le droit de pratiquer des tests de dépistage d'alcoolémie en entreprise? Et je laisse répondre Célia Lamontre à ce sujet.
Je vais aller très vite, hein. Alors, comme on vous l'a exposé dans la démarche de prévention, il faut bien entendu que la passation de ces tests soit préalablement encadrée dans un règlement intérieur. Donc, le règlement intérieur va bien entendu prescrire la passation de ces tests-là, mais pas de manière systématique et générale. C'est-à-dire que ça doit être restreint sur les postes qui sont identifiés à risque avec le médecin du travail. Et en ça, le médecin du travail peut accompagner l'employeur, on l'a dit, sur la définition de ces postes-là. Par contre, il y a d'autres modalités qui devront être prévues par le règlement intérieur, comme notamment qui va faire passer le test. Est-ce que le salarié dispose d'une contestation possible qui peut passer, par exemple, par une contre-expertise? Est-ce que les postes à risque ont bien été définis? Enfin, voilà, des tas de conditions qui vont relever plutôt du domaine du droit du travail, puisque du droit de la santé-sécurité à proprement parler. Et donc là, je conseille fortement les employeurs qui souhaiteraient mettre en place ce type de mesures de se rediriger vers leur avocat ou leur comptable avec le pôle sociable du cabinet comptable pour pouvoir mettre en œuvre ce document-là et permettre la licéité, donc la légitimité de faire passer un test dans le cas où, bien entendu, le salarié présenterait des troubles évidents d'ébriété, donc de nature à exposer les personnes et les biens de l'entreprise parce qu'on est face à un risque. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci Célia. De rien. Alors, je vois qu'il y a eu plusieurs questions dans le chat qui nécessitaient une réponse en direct. Alors, je laisse. En fait, oui, on a observé que c'est une question qui revient plusieurs fois. Quelle serait la prise en charge d'un salarié en situation d'addiction, donc un salarié qui présente un trouble de comportement sur le lieu du travail, même si le salarié n'est pas sur le poste à risque. Donc, Karine, je te laisse la parole. Okay, alors, quelle serait la conduite à tenir? Première étape, quelle est la conduite à tenir immédiate par le collègue ou par l'autorité hiérarchique? C'est de constater les troubles du comportement potentiellement dangereux du salarié, l'ivresse, la désinhibition, l'euphorie, l'excitation, les hallucinations, la violence. D'appeler le secouriste le plus proche, s'il y en a un, ou le supérieur hiérarchique, de protéger la personne en la retirant de toute activité dangereuse et de dialoguer en évitant toute attitude hostile. Le mieux, c'est de le mettre en retrait dans un endroit calme. Et évidemment, si c'est nécessaire, de pratiquer les gestes de premier secours si on en a besoin. Deuxièmement, la conduite à tenir par l'autorité hiérarchique vient tout de suite après. On arrive tout de suite dans les quelques minutes après la première prise en charge. Ça serait de demander un avis médical en appelant le 15 ou le 112, d'appliquer le règlement intérieur s'il existe, éventuellement l'alcotest, et de noter par écrit et d'appliquer les indications de l'urgentiste. S'il y a une évacuation par le SAMU, s'il y a une évacuation par l'ambulance, s'il y a une hospitalisation, s'il y a un retour à domicile, etc. De rédiger un constat qui sera très utile pour le médecin du travail et puis de prévoir dès la reprise un entretien avec la personne et l'autorité hiérarchique pour rappeler les faits et surtout ne pas oublier d'organiser une consultation avec le médecin du travail, que ce soit une visite de reprise si l'arrêt de travail a été supérieur à 30 jours ou que ce soit une visite à la demande de l'employeur en motivant ce qui s'est passé et en bien en informant le salarié, comme vous l'avez expliqué, Célia Montre précédemment. Voilà. Marilène, y a-t-il des questions dans le chat qui mériteraient qu'on s'y attarde un petit peu? Oui, j'ai répondu à quelques questions. Notamment, il y a des questions qui reviennent sur... pour le cas d'une personne qui revient d'un long arrêt en raison d'une addiction à l'alcool, qui présente des dysfonctionnements cognitifs, cette personne oublie tout, mais surtout ne comprend plus ce qu'on lui demande. Que peut-on faire? Y a-t-il une structure qui permet une évaluation des fonctions cognitives? En fait, j'ai répondu, c'est surtout orienté vers le médecin du travail, je pense, qui pourra peut-être orienter après en fonction de la situation. Mais sans oublier toujours, bien entendu, de prévenir le salarié et le motif de la visite. Et il y a une autre question. Existe-t-il des formations pour avoir des outils en santé mentale?
conduite à tenir, mots qui rassurent, détection. Je ne sais pas, docteur Mistranu, docteur Châtelain. Il y a toujours des formations professionnelles orientées vers ça, vers la détection de problèmes et de troubles du comportement, que ça soit lié à l'addiction ou à d'autres pathologies. Bon, je ne peux pas donner d'organismes de formation, mais les formations professionnelles existent là-dessus. Pour revenir à la première question, quant à existe-t-il des outils diagnostiques en matière d'évaluation cognitive, il appartient au médecin du travail de demander les avis nécessaires pour pouvoir juger de l'aptitude au travail ou des capacités à reprendre le travail à son poste de travail. Donc, si le médecin du travail en a besoin, il peut orienter vers ce type de structure. Alors, y a-t-il une autre question? Oui, Célia. Une à laquelle j'ai partiellement répondu, il s'agissait pour une personne de savoir s'il était possible d'interdire pour certains postes, et il citait 2 exemples. Le premier, c'est professionnel de santé, le deuxième, c'est par exemple quelqu'un qui travaille chez un opticien, d'interdire la consommation d'alcool sur ce type de poste. Alors, j'ai répondu que fallait mieux s'adresser au médecin du travail, puisque lui connaît l'entreprise, lui connaît les risques, et lui pourra définir les postes à risque qui sont propres à chacune des entreprises. Donc, professionnel de santé, je vais laisser la parole au docteur Châtelain ou au docteur Mistreanu. Vu les fonctions, ça me semblerait pas délirant d'interdire la consommation d'alcool pour les professionnels de santé, et encore à voir, tout dépend quel type de professionnel de santé, quel champ d'intervention de ces professionnels. Après, pour un opticien, est-ce que le contact avec le public peut suffire? Je laisse les médecins du travail répondre de manière générale à cette question qui, bien entendu, devra être affinée. Le live est terminé. Je ne sais pas si on est toujours en ligne ou pas. Mais... Si, on est toujours en ligne, vous pouvez répondre. On va faire une réponse rapide. Quand je me jette à l'eau, c'est un petit peu difficile. Un professionnel de santé opticien, c'est difficile. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'obligation parce qu'il a un contact avec le public, il représente quand même quelqu'un d'important au niveau de la santé. Mais s'il a un trouble du comportement, ça suffit de toute façon pour le retirer de son poste de travail. Voilà, je pense oui, sans pour autant établir l'interdiction générale et absolue de consommer. Non, trouble du comportement avec des clients, il n'est pas en état d'assumer ses tâches, point. Très bien, donc effectivement, le live est terminé. Nous sommes arrivés à la fin du temps écoulé, enfin du temps imparti, pardon. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire, en espérant vous avoir apporté un nouvel éclairage sur le sujet du maintien en emploi d'un salarié en situation d'addiction. Si vous avez des questions ou une problématique spécifique, n'hésitez donc plus à prendre contact le plus tôt possible avec votre propre médecin du travail. Merci. Au revoir. Merci à tous, au revoir.